Comment réagit le pervers narcissique quand son conjoint tombe malade? Sous-entendu gravement malade, une maladie qui va nécessiter pas mal de soins. Et malheureusement, on le sait, les pervers narcissiques nous font vivre dans une tension, dans justement un stress qui n'est pas bon pour la santé. Et donc du coup, on peut somatiser, on peut vraiment avoir des troubles plus ou moins graves et dans ce cas-ci, on va effectivement constater une détérioration sérieuse de notre santé mentale et physique parce qu'ils peuvent jouer sur les deux. Donc n'oubliez jamais qu'effectivement, vous vivez ce qu'on appelle des traumatismes. Et qu'en tant que personne traumatisée, vous cherchez à vous adapter, à vous défendre, et que quelque part, c'est un système de survie. Donc vous êtes en mode survie. Donc le corps déguste pas mal. Généralement, il vous hurle quelque chose. Et une des façons de hurler, réveille-toi, réveille-toi, n'oublie pas que la situation elle est pas bonne, fais quelque chose, c'est de tomber malade. Donc votre maladie, elle peut vouloir vous dire quelque chose de très profond et comme certains le diront, c'est un mal à dire aussi. Donc on tombe malade parce qu'on n'arrive pas à se dire quelque chose ou à le dire à l'extérieur. On tombe malade parce qu'on déguste depuis trop longtemps. C'est souvent après une longue période qu'on commence à être très malade. Il y a déjà des symptômes de stress, d'anxiété, des migraines, des troubles de comportement éventuels. Ça peut être aussi des troubles alimentaires, très souvent, des troubles de sommeil. Généralement, c'est ce qu'on va remarquer en premier lieu. Ça montre qu'on subit un stress qui est intense. Et en réalité, on nie l'intensité du stress. On pense que c'est pas si grave que ça. Mais le corps dit. Le corps, lui, il ne triche pas, il ne ment pas. Il va justement dire ce qu'il peut pour nous sauver. Donc prenez votre maladie comme l'occasion de se sauver, comme l'opportunité de se comprendre, l'opportunité de comprendre la situation. Ce n'est pas à prendre à la légère. Les personnes qui prendront ça à la légère vont le payer gravement, justement, et durement, justement. Alors, c'est pas simple de sortir d'une relation toxique, c'est pas simple non plus de faire face à la maladie, mais c'est tout un chemin intérieur. Alors, comment vont réagir les pervers narcissiques face au conjoint qui devient malade, justement? Eh bien, soit ils vont profiter de la situation pour se victimiser à l'extérieur. T'as vu, j'ai pas de chance, tu vois, l'autre, je dois supporter ça de lui, parce qu'il est malade, et donc moi je suis victime. Ça, c'est une position qu'ils prennent très couramment. Donc, ils vont se servir de votre maladie. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est qu'ils ne seront jamais là pour vraiment prendre soin de vous. Ils peuvent faire semblant de prendre soin de vous, mais ça sera pour être proche de vous, pour justement vous faire désespérer, vous donner des médicaments qui ne sont pas les bons, pour justement vous faire œuvrer contre vous-même, pour vous atteindre au niveau de votre morale, par exemple. C'est prouvé qu'on guérit mieux quand on a le moral que quand on ne l'a pas. Parce qu'on a effectivement des conséquences sur notre corps de nos manières de penser. Et donc c'est important aussi de se dire, mais en fait j'ai peut-être plus l'opportunité de pouvoir me guérir ou en tout cas d'améliorer ma santé. On va chercher plutôt à améliorer les choses au départ bien sûr. Peut-être par ma manière de penser. Peut-être que ce sont les pensées qu'on m'a mis dans la tête qui me montrent qu'il y a un problème. Et certaines personnes sont d'ailleurs surprises, après avoir quitté une personne perverse narcissique, d'être sortie d'un milieu qui était vraiment anxiogène, par exemple d'avoir quitté un boulot ou d'avoir coupé les liens avec la famille, par exemple, ou certaines personnes. Eh bien là, la personne revit et retrouve de la vigueur et se dit c'est bizarre, mes troubles ont diminué. Donc la guérison est peut-être au bout du chemin. Et bien sûr, prenez avis et conseils auprès de médecins, ne faites pas que ça. Donc la guérison, elle s'obtient par plusieurs biais, plusieurs possibilités. On peut œuvrer sur la biochimie, bien sûr, avec la médecine traditionnelle. On peut œuvrer aussi avec la psycho par nos pensées. On peut œuvrer par le sport ou en se mettant des défis. Là aussi, on va entretenir sa psychologie et son positivisme. On va développer ça. Et donc le corps va possiblement, en tout cas, y réagir de façon positive. En tout cas, si la maladie que vous avez développée est liée à ce que vous avez subi au niveau moral, il est probable qu'avoir un meilleur moral, même si c'est pas simple non plus, va vous faire du bien, dans tous les cas.
Dans tous les cas, je vous dirais, essayez ça. Ne vous dites pas, ça va pas marcher, donc je vais pas tenter le coup. Essayez et réessayez tout le temps. Parce que vous n'avez rien à perdre, en fait. Et que, de toute façon, il est important de considérer que l'autre ne va pas vous aider. Les pervers narcissiques sont là pour vous faire du tort, du mal. N'oubliez jamais ça. Et même malades, ils vont pas avoir pitié de vous. Ils vont peut-être faire plus attention à vous, mais parce que ça les fascine de voir quelqu'un s'auto-détruire. Donc la maladie peut les fasciner. Une personne dépressive peut les fasciner. Le suicide, c'est quelque chose qui les fascine beaucoup. Donc il faut faire très attention à ça, parce que en fait, comme ils sont très dans la destruction, ils sont très attirés par la destruction. Et ce qu'ils peuvent faire sur vous, c'est toujours de l'autodestruction, la plupart du temps. Donc en fait, l'impact qu'ils ont sur vous est principalement l'impact que vous avez vous-même sur vous. Et vous êtes en train de vous auto-détruire. Parce que vous avez cru quelque chose, parce que vous avez été manipulé. Donc c'est pas de votre faute, mais ça veut dire que c'est vous qui avez beaucoup de possibilités de changer les choses en fait. Et donc il faut avoir conscience de ça, parce que déjà pour sortir de l'emprise, c'est très compliqué. Il faut prendre conscience de pas mal de choses, sinon on ne sort pas de l'emprise. Il faut un minimum voir clair pour sortir de l'emprise, et ça demande du courage. Et on ne le fait pas parfois du premier coup. Il y a des étapes, et c'est tout à fait normal. Il y a des étapes aussi pour se protéger, par exemple. Donc, on ne sort pas du jour au lendemain d'une situation de dépendance, et on va devoir aller chercher dans les racines de notre enfance, de notre histoire, tout ce qui a permis cette croyance-là. Donc, on rentre dans un monde de folie par ce fou-là, qui est le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Donc, il faut bien comprendre que ça n'a rien de normal. Alors que nous, on pensait peut-être attirer cette personne vers quelque chose de normal, c'est l'inverse qui se produit. Parce qu'ils sont attirés par le désespoir, le désarroi, la détresse, la souffrance. Donc, ils pourraient prendre soin de vous pour vous dire « Ah, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout », pour que justement vous ne soyez pas en train de vous guérir ou de vous aider vous. Ils peuvent aussi se faire passer pour des belles personnes parce qu'ils sont en train de vous aider. Donc, par exemple, ils vont vous aider, mais que en public. Là, c'est aussi une façon de les repérer, c'est bizarre, ça. C'est, regarde ma petite chérie, mon petit chéri, comment je suis gentil avec toi. Oh, qu'est-ce que tu veux, un petit verre d'eau? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Et si je te portais un petit peu? Et si je faisais ça pour toi? Enfin, vous voyez? Et attention au fait de se faire infantiliser. Parce que vous pourriez très bien croire que vous n'arrivez plus à marcher ou à faire ceci ou ça, alors qu'en fait, c'est le vôtre qui vous met dans cette position infantile. C'est-à-dire, c'est vous faire croire que vous ne pouvez plus prendre de décision, vous faire croire que finalement vous n'êtes plus capable de courir, de marcher, de vous alimenter, de faire en fait tout ce que fait une personne autonome. Et c'est pour ça que c'est important de réévaluer la chose avec un médecin et de dire, bon, où est-ce que j'en suis vraiment? Est-ce que j'ai perdu de l'autonomie? Si oui, qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer, par exemple? Est-ce qu'il y a des stratégies possibles? Est-ce que, en ayant une chaise roulante, par exemple, je récupère de l'autonomie? Est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que la mutuelle va m'aider? Est-ce que je peux recevoir des subsides de quelque part? Est-ce que je peux me faire reconnaître, par exemple, à la Vierge Noire avec un handicap? Mais ça me donne de l'autonomie dans le sens où j'ai peut-être un peu d'argent pour moi, que je n'avais pas avant. Et peut-être que cet argent-là, il est précieux pour sortir de l'emprise. Et on est ok que bon, il y a rien à envier à avoir de l'argent parce qu'on est handicapé ou quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que prenez les aides où elles sont, tout ce dont vous avez droit, sans justement vous culpabiliser pour vous aider vous à sortir de ça. Ne vous dites surtout pas, oh oui, je suis un petit peu handicapé, mais ça va, je vais pas demander de l'aide en fait, ou je vais pas introduire le dossier. Et peut-être que ils vont vous saboter justement dans ce type de démarche. Pour récupérer votre autonomie, eh bien, ils vont saboter ça. Pourquoi ça? Parce que vous serez toujours plus sous emprise si vous êtes moins autonome. Et c'est important d'en parler, du coup. Ils peuvent aussi vous faire croire que vous avez des besoins sexuels que vous n'avez pas. Et que sans eux, vous ne pourrez pas les satisfaire. Donc ils vont créer de la dépendance de toute façon. Et peut-être que justement, il y a des choses qu'ils font qui vous font mal physiquement et qui créent des blessures, des traumatismes, ou qui quelque part créent une douleur chez vous que vous prenez pour une maladie. Et que justement, si vous n'aviez plus telle pratique, ou
que vous ne dormiez plus dans telle position avec cette personne, peut-être que vos douleurs disparaîtraient. Comme par exemple des douleurs musculaires qui sont possibles avec eux. Il y a aussi la tension, puisque vous vivez dans un milieu tendu, vous pouvez plus facilement développer des douleurs musculaires. Se sentir bloqué dans son corps, c'est aussi parce qu'on se sent peut-être bloqué dans sa vie psychique. Le corps le dit d'une autre façon, pour que vous en ayez conscience. C'est la prise de conscience qui est importante, alors ça fait pas tout bien sûr, mais déjà c'est le début de chemin pour éventuellement commencer à travailler sur quelque chose. Et faites-vous aider par des professionnels. Demandez à une infirmière de passer chez vous régulièrement. Ça fait une personne qui pourrait voir la situation. De toute façon, automatiquement, les pervers narcissiques vont vous écarter de toute personne qui pourrait vous aider. De toute personne qui pourrait vous faire acquérir plus d'autonomie ou vous faire voir clair. N'oubliez jamais ça. Donc les personnes qui sont critiquées particulièrement par les pervers narcissiques, « Oh non, tu vois, ton ami là-bas, non, je suis sûre, il est mauvais pour toi », n'oubliez pas que c'est justement parce que c'est une belle personne pour vous, une personne qui pourrait vous aider. Donc maintenez les liens. Même si vous êtes alité, décrochez votre téléphone, parlez à ces personnes-là, dites les choses, ne restez pas isolés. Plus ils vont pouvoir vous isoler, et plus le risque est grand. Conservez toujours la lucidité de votre autonomie. Dites-vous, ok, par exemple, je me sens pris dans cette relation, je me sens manipulé, je me sens épié, donc je me sens pas libre, mais je vais regarder où est ma liberté. Quelle liberté est-ce que j'ai ? Dans un boulot, peut-être quand même la liberté de partir. Oui, il y aura des conséquences, mais j'ai quand même cette liberté. Peut-être que si c'est mon voisin qui est tordu, peut-être que j'ai quand même cette possibilité d'éventuellement aller ailleurs, déménager ou partir. Quelle possibilité j'ai vraiment ? Qui pourrait me défendre ? C'est vraiment une question à se poser et qui est essentielle pour retrouver de l'autonomie. Et toujours un petit peu plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux écrire ? Où est-ce que je peux téléphoner ? Comment je peux œuvrer pour me protéger ? Est-ce que c'est bien moi qui prends les médicaments, par exemple ? Je garde le contrôle sur quelque chose parce que là est mon autonomie. Ça peut être bêtement sur mes pensées, sur mon corps, sur justement aussi le milieu dans lequel je vis. J'exige quelque chose. Je protège mes documents, je protège ce que je peux protéger en fait. Parce que toute parcelle d'autonomie est bonne à prendre pour se libérer. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour partir définitivement. Donc c'est vraiment pas anodin. Même si ça vous semble être une petite chose en plus dont vous disposez, gardez bien cette petite chose-là. C'est ultra, ultra important. Ne vous dites pas « Oh, cette personne m'a fait du mal, mais c'est rien, cette fois-ci, je ne me défends pas ou je n'en parle pas à personne, etc. » Non, parlez-en, ne restez pas tout seul, même si vous vous dites « ça ne sert à rien », faites-le quand même. Parce que peut-être ça aura des conséquences que vous n'aviez pas vues, mais qui sont positives pour vous, qui sont aidantes pour vous. Même si c'est juste parler à une amie, de dire aujourd'hui il s'est passé ça, parlez-en. C'est important. Il faut qu'il y ait des traces quelque part. Ça peut être justement envoyer un mail à quelqu'un pour dire aujourd'hui il m'est arrivé ça. Mais les traces sont là. Ça peut être vous envoyer vous-même un mail à vous. Et ça peut être une façon de tenir un journal intime sans avoir peur que justement l'autre tombe sur ce journal intime. Tenir en fait des preuves, des dossiers, etc. Envoyez-vous vous-même vos propres documents à votre adresse, à une adresse qui sera rien qu'à vous. C'est très très important de faire tout ça. Parce que c'est là que vous trouverez un espace d'autonomie aussi. Et tout espace est bon à prendre. Et plus vous aurez de l'espace à l'intérieur de vous, autrement dit dans vos pensées, et plus vous risquez de vous échapper, de vous enfuir complètement et justement de pouvoir vous récupérer, vous rattraper, vous reconstruire, etc. Ça va prendre du temps. Faut pas se leurrer et dire « Ah non, je suis pas bien sans cette personne-là, donc je vais y retourner ». Ça, c'est le risque en fait. Mais c'est normal que cette personne vous manque, que cette personne, elle vous a tellement menti aussi que cette personne, vous avez cru plein de choses qui ne sont pas vraies du tout. Et même quand vous êtes confronté à la réalité, parfois c'est compliqué de le croire vraiment. Et donc on a besoin d'écrire parfois, pour pouvoir relire aussi, et se ressouvenir. Ah oui, c'est vrai, toute cet après-midi-là quand même, il m'avait battu, toute l'après-midi. C'est pas anodin, quoi. C'est pas juste, tiens, il m'avait mis une baffe une fois, non. C'est pas la même chose, quoi. On est dans autre chose. On voit, en fait, la gravité des gestes faits, effectués, ou de ce qui a été dit, hein. Ça peut être aussi noter les insultes. Tiens, cette personne m'a dit, que j'étais vraiment pas quelqu'un de bien, mais a attaqué ceci.
Or, cette personne sait que ça et ça et ça va me blesser. Je lui avais dit avant ça, il faut pas que tu fasses. Eh ben, c'est justement ça que la personne a fait. Donc, on fait le lien à ce moment-là, quand on relit certaines choses. Faire les liens, c'est très important parce que ça reconstruit notre histoire et ça nous montre combien l'autre, effectivement, n'est pas une belle personne. Et on a toujours du mal à croire que, effectivement, en face de nous, on n'a pas une belle personne. Il y a même des personnes qui disent arrête de dire que c'est un pervers narcissique, arrête. Tout le monde dit ça et c'est pas vrai, quoi. On en voit partout et voilà. Mais en fait, les gens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont jamais vécu ça ou qui sont eux-mêmes dans le déni et qui le vivent. Donc ça peut être ça aussi. Les personnes qui sont eux-mêmes pervers narcissiques vont dire bah non, ça n'existe pas, c'est plus facile en fait pour eux. Justement, plus vous niez le problème et plus le problème il peut continuer d'exister quelque part. Donc plus je veux manipuler quelqu'un, plus je vais dire bah non, je te manipule pas, bah non, je t'harcèle pas, arrête. Donc effectivement que quand on dit ça, bah peut-être derrière, c'est justement parce que on est en train de le faire et qu'on le sait. Contrairement à ce qu'on pense, les manipulateurs sont très conscients, souvent. Les pervers narcissiques, en tout cas, ils sont hyper conscients du mal qu'ils font. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, et qu'en est-il du pervers narcissique vulnérable? Est-ce que c'est la même chose? Eh bien, je vais aussi répondre à ces questions dans les prochains audio. Donc restez bien avec moi et n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse justement refaire des audios et vous répondre en audio. Et n'hésitez pas à partager cet audio s'il vous a particulièrement parlé, aussi à conserver le lien de cet audio pour pouvoir le réécouter, surtout particulièrement si vous-même vous avez besoin d'une boussole, de voir clair dans les choses et que cet audio vous a parlé, vous avez senti un truc qui vibrait en vous, qui est en fait la vie. Et du coup, n'hésitez pas à conserver toutes les sources qui vous aident à avancer pour vous libérer, pour vous réparer, donc en fonction de là où vous en êtes dans votre situation. Et s'il vous plaît, n'ayez pas honte de vous. Ne vous dites jamais que c'est de votre faute parce que ce n'est pas de votre faute. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.